d'être venu ce soir. Donc le sujet c'est bien un royaume africain dans la modernité de Cameroun. Avec Jean-Pierre Barnier qui a habité 9 ans, c'est ça, au Cameroun, et qui est en Bologne, et professeur honoraire de Paris Descartes. Donc il va nous expliquer ce qu'il a vu. Et il y aura un petit film, c'est ça? Pour commencer. On remercie Jean-Pierre d'être venu ce soir et vous tous nombreux. Merci beaucoup. Merci à Véronique, merci à l'Université populaire qui me donne l'occasion de vous parler de mon fonds de commerce. Et c'est toujours un plaisir. Je vais donc vous parler d'un royaume camerounais. Le roi que vous voyez ici, mais vous allez le voir bouger, c'est un petit film. Le roi s'appelle Ngouafo. Il est né en 1926, aujourd'hui il a 93 ans, mais il est toujours sur le trône. Et pour vous donner une perception de ce que c'est que ce royaume, je vais vous présenter un petit film documentaire de 7 minutes qui vous donnera un peu le feeling. Mais avant de passer le film, je vais vous dire quelques mots de ce roi qui vous permettront de déchiffrer les images. Il est donc né en 1926 dans un royaume perdu dans les montagnes du Cameroun de l'Ouest, et il a fait sur place ses études primaires et secondaires. Il était extrêmement brillant, et à l'issue de ses études secondaires, il a été recruté par l'administration coloniale britannique. À l'époque, c'était sous mandat britannique. Il a été recruté comme agent de développement agricole. Il était si brillant que l'administration lui a payé une formation en alternance en ingénierie agricole à l'université d'Ibadan au Nigeria, qui était à l'époque un campus de l'université d'Oxford. En alternance, il a donc fait sa formation à Ibadan et son travail d'agent de développement agricole. Et tout ça jusqu'en 1959, date à laquelle il était à 1 an de son diplôme d'ingénieur. Et en 1959, son père, le roi précédent, est décédé, laissant 79 épouses éplorées, et Ngouafo a été nommé pour lui succéder. Pour ce jeune homme brillant, modernisateur, futur diplômé de l'université d'Ibadan, c'était un enterrement de première classe. Se retrouver roi dans ce petit royaume, pardonnez-moi l'expression, pouilleux, perdu dans les montagnes, quasiment inaccessibles, c'était l'horreur. Il a donc entamé une grève de la faim pour écarter de lui la succession, mais ça n'a pas marché. Au bout de quelques jours, les notables du palais et sa mère, qui a un statut très élevé dans ce genre de royaume, sont allés le trouver et lui ont dit « Écoute, tu es allé à l'université, tu connais les Blancs, tu connais le développement, il n'y a que toi qui puisse nous tirer d'affaire. Donc, tu ne discutes pas, de toute façon, c'est les ancêtres qui en ont décidé, ça ne se discute pas. » Il a plié et il a pris la succession. Ce qui l'a sauvé, c'est qu'on était en 1959, à 2 ans du référendum d'indépendance de la partie anglophone sous mandat britannique. Et l'administration coloniale, connaissant ses performances, de toute façon par ailleurs, l'a recruté dans la commission préparatoire au référendum d'indépendance. Et ça lui a mis un pied en politique, moyennant quoi il a fait une carrière politique de premier plan, de niveau national au Cameroun. Il est devenu parlementaire. Aujourd'hui, il est premier vice-président du RDPC, qui est le parti au pouvoir. C'est un poste honorifique, certes, mais quand même un poste très important dans l'organisation politique du Cameroun. Nous allons donc passer le petit film. On va faire un peu d'obscurité par ici. Je vais le lancer.
Et vous allez voir ce personnage en 2009. Et alors, il faudra peut-être régler le volume de son nom. Il est réglé? Normalement, oui. Oui.
Lumière, merci. Voilà. Je pourrais continuer sur le mode. Une conférence connaissance du monde avec le folklore de la couleur locale, mais ça n'est pas mon ambition. Je suis un anthropologue impénitent et donc ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir ailleurs comment les gens se débrouillent et voir si on peut en tirer quelques leçons pour nous. C'est ce que je vais essayer de faire. Et je vais repartir de l'histoire de Boafo, qui a donc succédé à son père en 1959. Et vous voyez qu'il y a du chemin qui a été... Oui. Non, c'était pour Jean-Marie, sur le bureau. Ah, je suis sur le bureau. Non. Ah, pardon. Et en 1959, à la veille de l'indépendance, tous les observateurs, camerounais ou expatriés, pensaient que ces royaumes allaient disparaître, qu'avec la construction et la formation de l'État indépendant et souverain du Cameroun, ces organisations anciennes, qui avaient des siècles, voire des millénaires derrière elles, allaient être balayées par la modernité. Il y a eu 20 ans d'hésitation et à partir de 1980, on s'est aperçu que c'était totalement faux. Les organisations dites traditionnelles ont été revitalisées et mobilisées par les États indépendants. Pourquoi? Parce que les États issus des indépendances, au bout d'une vingtaine d'années, étaient en déficit de légitimité. Et pour obtenir plus de légitimité, il fallait la trouver là où elle était, et donc se tourner vers les autorités dites traditionnelles qui, elles, avaient encore à l'époque une légitimité absolument incontestée. Elles avaient la légitimité des ancêtres, des anciens de la tradition du passé, des siècles précédents. Et donc, à partir de 1980, on a vu des rois capables de mobiliser des ressources, y compris financières, et d'investir ces ressources dans la rénovation des palais, une activité locale, culturelle, rituelle, etc., intense, et peu à peu, on a vu ces royaumes s'incorporer à l'alliance hégémonique construite par les gouvernants pour gouverner des pays comme le Cameroun, le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. Et ces États ont mobilisé cette formule politique de la royauté qui a une très longue tradition en Afrique, on l'appelle la royauté sacrée. Ça remonte à l'Égypte ancienne, et on trouve cette formule avec beaucoup de variantes entre la vallée du Nil et l'Afrique du Sud, et entre la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Alors je vais vous expliquer un peu ce que c'est que la royauté sacrée, comment ça fonctionne, avant de passer à ce sujet-là, je vais vous faire circuler ce petit livre qui a été publié par le roi. C'est donc Royalty and Politics, The Story of My Life. C'est donc un livre qui a été publié au moment du jubilé des 50 ans du roi, 1959-2009. Quand 2 ou 3 ans avant le jubilé, j'ai vu approcher le jubilé, je me suis dit, il faut faire un film documentaire. On ne peut pas laisser passer ça
sans rassembler une équipe et faire un film. Et c'est comme ça qu'avec deux amis, nous avons fait un film documentaire 53 minutes, dont est tiré le petit film 7 minutes que vous venez de voir. On a eu beaucoup de chance parce qu'on a tout financé nous-mêmes, mais ensuite le film s'est bien vendu à la télévision autrichienne et on a fait des produits dérivés, comme celui-là qui s'est très bien vendu à des musées américains, suisses, allemands, etc., etc. Et français, musée d'Appel. Voilà, donc ce que vous avez vu, c'est le moment du jubilé. Alors, vous avez une carte ici qui... attends, non, la carte n'est pas encore à l'écran. Donc elle va arriver. Là, voilà. Vous voyez que les montagnes du Cameroun de l'Ouest, qu'on appelle aussi les Grassfields, sont localisées à peu près à 200 km de la côte. C'est ce qui est entouré d'un ovale. Et ce royaume de Lancôme se trouve à peu près au centre. Dans ces montagnes du Cameroun de l'Ouest, il y a une bonne centaine de micro-royaumes de ce genre-là. La taille n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la formule de la royauté sacrée. Voici Guafo en 1973. Je suis donc arrivé là pour la première fois en 1971 et j'ai fait mes enquêtes sur place, d'abord pendant 2 ans. Ensuite, j'ai présenté le résultat de mes enquêtes pour obtenir un doctorat à l'Université de Pennsylvanie. Et puis ensuite, je suis revenu de manière très récurrente. Jusqu'en 2009, j'ai pu voir sur 40 ans les transformations de ce royaume et son intégration. Alors au début, quand j'y étais en 1971, on était encore dans cette période où on pensait que les royaumes allaient s'effondrer, et puis au contraire, à partir de 1980, je l'ai vu. Vous avez vu sur le film à quel point c'est investi. Il y a de l'argent, il y a des choses qui se font, il y a toutes les autorités, vous ne les avez pas vues, mais dans la tribune, il y avait l'évêque local, il y avait le président de l'église baptiste, etc. Enfin, il y avait toutes les autorités civiles et religieuses qui étaient rassemblées là. C'était hors de question de ne pas être présent. Voici Guafo en 1973. Vous voyez qu'il a pris de l'âge depuis cette photo-là. Et voilà à gauche son grand-père. Le grand-père qui avait le même nom que lui, d'ailleurs comme Guafo, les noms se transmettent de règne en règne. Vous voyez aussi qu'il a sur la tête la même coiffure. Ah, c'est... Au secours. Une coiffure... Regarde le câble, peut-être qu'il s'est débranché. C'est moi qui me suis accroché dedans. Je me suis empiégé dans le câble. Mes jambes sont trop grandes. Sur le vidéoprojecteur. Et donc c'est une coiffure qui est faite avec l'extrémité de la queue de l'éléphant, qui est faite de crins extrêmement épais qui sont en éventail. Donc on met plusieurs queues d'éléphant et ça fait cette espèce de coiffure. Le roi est un éléphant. C'est un... Et il est accompagné de trompes, de corps qui sont sculptés dans des défenses d'éléphants. Alors, oui, là j'ai vraiment besoin de... Je suis désolé. Je vais quand même expliquer les principes et on verra les photos après. Alors, qu'est-ce que c'est, comment fonctionne la royauté sacrée? Il y a ce personnage, le roi, qui est tout à fait central et qui est directement branché sur les anciens défunts, sur les ancêtres. Les ancêtres du roi, mais aussi les ancêtres du royaume. Chaque année, il va au cimetière royal, il leur parle, il leur fait des offrandes, et si les offrandes sont agréées, ipso facto, il est entendu, mais il n'est pas dit
ce sont des conduites motrices, c'est des choses que l'on fait, ce n'est pas des choses qu'on verbalise. Il est entendu que le roi, dans son corps, qui est corpulent, il est gros, le roi, il cultive la corpulence, dans son corps, il y a des substances corporelles qui ont été investies par les forces de reproduction des ancêtres, forces de vie et de reproduction. Et à ce moment-là, le roi, qui est un pot, qui est un récipient, avec des orifices, avec une enveloppe, doit restituer à son peuple ces substances corporelles qui sont sources de vie, de fécondité, de reproduction, etc., etc. C'est pour ça que je l'appelle un roi pot. J'ai commis là-dessus un livre qu'on va pouvoir faire circuler. Il restitue ces substances sous la forme de ses propres substances corporelles, c'est-à-dire sa salive, son souffle, sa parole, mais également sa semence. C'est pour ça qu'il a autant d'épouses, parce que c'est l'homme le plus fécond du royaume. Il est branché directement sur les ancêtres, donc forcément c'est lui qui va en fabriquer le plus. Donc il est normal qu'il ait 50, 100, 150 épouses et qu'il ait de très nombreux enfants. Si bien que le fonctionnement de la royauté sacrée, c'est un fonctionnement très physique, très corporel. C'est une affaire d'orifice, de contenu, d'enveloppe, de transit, et le roi s'entoure de récipients qui sont incorporés à son schéma corporel et qui sont remplis avec des substances qui démultiplient ses propres substances corporelles. Par exemple, il a cette corne à boire avec du vin de raffia dedans, il met ça dans sa bouche, il se rince bien la bouche et il pulvérise ça sur les gens alentour, qui reçoivent ça sur leur peau, et donc forcément leur peau va être constituée en bonne enveloppe qui va pouvoir garder les contenus corporels de bonne santé et de force et de fécondité. Il fait aussi des onctions avec de la poudre rouge de Padoue, on l'a vu qu'il prenait une poignée comme ça, qu'il l'a donnée à un notable pour que le notable puisse les mettre sur les fusils, etc., etc. Merci beaucoup. Alors je suis vraiment désolé, je vais faire très 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 attention. Voilà, le roi. Donc on passe à la suivante. Voilà. Alors ça c'est un royaume voisin, mais qui fonctionne de manière quasiment identique. Et vous voyez là, le roi, il ne faut pas que je m'approche trop près non plus du haut-parleur. Vous voyez le roi en haut de l'escalier qui mène à sa maison d'habitation. Et à sa droite, vous voyez quelques-unes de ses épouses, et à sa gauche, vous voyez quelques-uns de ses enfants. Ça va être trop compliqué pour moi. Merci. Et où j'en étais? Oui. Donc vous le voyez en majesté, qui met en valeur sa corpulence avec une grande toge qui le gonfle encore. Cette photo-là a été prise en 1959, au moment du décès du roi précédent, qui s'appelait Ndungfru, et au moment de l'intronisation de Ngwafo. Vous voyez ce qu'était le royaume à cette époque-là, et vous voyez ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ce sont les enfants royaux qui sont donc nus, ce qui est tout à fait normal à l'époque, et ils sont là, on le voit à leur figure, ils sont en période de deuil, dans un moment de deuil. J'avais une autre photo qui était extraordinairement impressionnante, c'était toutes les veuves, nues également, enduites de blanc, de kaolin, qui est une couleur du deuil, et qui défilaient en se tenant par la main. J'ai hésité à vous la montrer, puis finalement j'ai décidé que non. Mais ça montre à quel point, en 1959, on était sur une autre planète, et à quel point ce royaume s'est modernisé en s'intégrant à l'alliance hégémonique qui gouverne le Cameroun.
Là, vous avez une voie à fond, et également au moment de la succession, donc après sa grève de la faim, quand il a craqué, et que finalement il a suivi les rituels, et là, il sort du palais avec les notables derrière lui et défile devant les gens. C'est à ce moment-là qu'il y a un rite de transition, il défile une première fois, et là, tout le monde lui jette des bouts de terre, des morceaux de cailloux, etc. C'est la dernière fois qu'on peut insulter l'homme. Et après, il est devenu roi, et là, on ne peut plus y toucher, même physiquement. Il n'y a que ses épouses qui le touchent ou des serviteurs très proches. Le voilà en 2002, et donc là, c'est le palais avec toutes les voitures, etc. Là, on est complètement sorti du contexte de 1959. Il y a une route goudronnée qui atteint la capitale provinciale et le palais, donc là tout va bien. Je vous ai dit que c'était un homme politique de première grandeur, il est donc roi. Étant roi, il est homme politique, il aurait été de toute façon parce que dans le Cameroun indépendant, avec son diplôme d'ingénieur agricole, il serait devenu ministre. Il aurait eu une carrière sûrement très brillante. Et il est également homme d'affaires parce qu'il a des intérêts, bien sûr, dans les brasseries du Cameroun, dans ceci et cela, dans la capitale provinciale de Babanda. Et voilà au moment du jubilé, vous voyez donc dans la tribune, on voit l'évêque là, et puis alors on voit quelques blancs, donc c'est les ambassadeurs qui sont venus dialoguer pour l'occasion, ou des consuls. Et là, c'est le gouverneur de la région, attendez la région, autrefois ça passe, donc région du Nord-Ouest, qui est venu saluer le roi au moment du jubilé. Avec tout ça. Alors, maintenant, on entre dans le détail des rituels qui sont faits pour les anciens défunts. Là, on est dans un autre royaume encore, qui s'appelle Awing. Donc on a Mankon, on a Bafut, on a Awing, on a Mendampwe, on a etc. Tous ces micro-royaumes sont les uns à côté des autres. Celui de Mankon est peut-être un peu plus important parce que le roi a eu plusieurs longueurs d'avance par rapport à ses voisins qui, à l'époque, étaient encore illettrés et n'avaient pas suivi la même trajectoire. Donc là, on est à Awing où le roi m'avait dit, bah, écoute, viens, et puis tu vas pouvoir photographier et enregistrer ce qu'on fait pour les anciens défunts. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va sur le bord. Alors, c'est une région très volcanique, ça ressemble beaucoup à l'Auvergne. On est à 2000 mètres d'altitude à peu près, Mankon est à peu près à 1200 mètres. Et il y a des lacs de cratères. Donc là, on est sur le bord d'un lac de cratères, et le village des ancêtres est censé être au fond du lac. C'est là qu'ils ont leur village, c'est là qu'ils vivent. On va sur le bord du lac, on sacrifie un bélier, on le découpe en morceaux, et les quartiers de bélier, on les assaisonne avec du sel, avec de la poudre rouge de panouk, et l'un des notables prend les quartiers un par un et appelle les quartiers résidentiels des ancêtres les uns après les autres. Un tel, voilà ton morceau. Et il prend le morceau et il le jette dans l'eau. Voilà. On voit l'eau du lac, et donc il prend le quartier de mouton et ça fait floc, et le quartier de mouton commence à couler. Alors il balance tout dans l'eau, avec la tête, les entrailles, etc. Ils ont juste enlevé la vésicule biliaire. Et à ce moment-là, le roi et les notables regardent la manière dont ça coule. Et à certains signes, ils voient si les offrandes sont agréées ou non. Il arrive qu'elles ne le soient pas. Là, elles étaient agréées, et ce qui se passe, c'est qu'ils quittent le bord de l'eau et ils remontent vers les villageois qui les attendent sur le bord, et notamment des femmes. Parce que, étant donné que le rituel est fait une fois par an, on ne peut pas avoir
le bénéfice de ce rituel annuel, on ne peut pas l'avoir tous les jours, et donc des femmes qui voudraient avoir des enfants, qui voudraient être enceintes et qui n'y arrivent pas, viennent à ce moment-là et elles attendent du roi que tout nouvellement investi par les substances ancestrales, il leur fasse une onction sur la peau et que, à partir de ce moment-là, elles vont concevoir un enfant et le garder dans une peau bien restaurée. Et donc vous voyez le roi qui est sur la droite en bleu, avec un sac qu'il tient comme ça. Et dans le sac, il y a de la poudre rouge. Et vous avez un notable en chemise blanche qui a pris de la poudre rouge et qui en frotte sur la peau des femmes les unes après les autres. Donc ça, c'est pour ces femmes, c'est extrêmement important. Et une fois que c'est fait, tout le monde redescend au village et on fait la fête du festival annuel de fin de cycle agricole. Donc vous voyez, il peut utiliser sa salive et le vin de raffia pour le pulvériser, il peut utiliser de la poudre de padouk, il utilise sa propre semence pour ses propres femmes, etc., etc. Il utilise des médecines, il utilise de l'huile de palme, tout ça c'est des substances qui démultiplient ces substances corporelles. Ce roi-là, quelque chose comme 6 mois après, il m'a dit, tu sais, ça a vraiment très bien marché, il y a plusieurs des femmes qui sont enceintes, et voilà, on fait un beau rituel. Retour à Montcalm et retour en 2009. Le roi est allé faire ses offrandes, accompagné par 2 ou 3 notables, et là il revient de l'endroit où il a fait ses offrandes, et il a un petit problème, qui est que normalement, autrefois, il allait faire ses offrandes et il revenait en Pâques avec le corps enduit d'un mélange d'huile de palme et de fard rouge. Sauf que s'il faisait ça aujourd'hui, et qu'il montait dans son 4x4 ensuite pour retourner le palais, ensuite il faudrait un peu nettoyer le 4x4. Donc, il fait des onctions minimalistes et il se met un panier rouge et un grand t-shirt rouge. Je ne sais pas où il l'a trouvé. Dessus, c'est écrit Serenity. On le lui a fabriqué, je ne sais pas. Alors, le voilà qui est dans la... Je ne sais pas si on peut lire Serenity. En tout cas, là, il revient, d'abord, fait les offrandes. Donc, son corps est plein. Il est la source de toutes les richesses. Alors, il a autour de lui des poulets, de la bière, un serviteur avec le sac de poudre de padouk, etc. Il est entouré de quantités de choses qui ont été apportées par les femmes, et à ce moment-là, il distribue de la nourriture, il distribue des boissons. Là, c'était en 2009, j'étais avec mes amis, et Manuela, qui prenait les photos, a reçu un poulet. Alors, ça, vous l'avez vu, c'était dans le film. Et là, il a une calebasse à gauche avec un serviteur qui tient la calebasse avec du vin de raffia à l'intérieur. C'est un type qui vit entouré de récipients. Des calebasses, des sacs, des jarres, des tas de trucs qui contiennent tout ce qui lui permet de faire son truc de substance corporelle. Et là, il utilise sa corde à bois pour verser du vin de raffia pour qu'un notable puisse le boire. Sauf que le notable n'a pas le droit de toucher le corps du roi ni la corde à boire, puisqu'on n'a pas le droit de le toucher. La technique, ça consiste à mettre ses mains comme ça et à boire ce que le roi verse dedans. Voilà, et là, alors cette photo a une histoire. C'était donc en 1973 et je prenais beaucoup de photos parce que j'étais tellement submergé par quantité de choses que je ne comprenais absolument pas que je me disais, bon, je photographie, et plus tard je verrai. Et j'avais entendu ce dicton de Capa qui dit, si vos photos ne sont pas bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez près.
Et donc là, je m'étais collé tout près du roi. Et à ce moment-là, il m'a vu, il s'est tourné vers moi, et il m'a balancé la sauce. Mon pentax en dégoulinait. J'étais obligé de tout nettoyer. Et j'ai toujours pas compris. Ça n'est que des années plus tard que un de mes étudiants camerounais de l'université de Yaoundé m'a permis de comprendre. Là, il refait le même geste en 2009. Là, c'est bon, on a vu ça aussi dans le film, ça là. Alors, les trois corps du roi. C'est par allusion à un fameux livre sur les deux corps du roi en Europe. Et là, il y en a trois, parce qu'il y a une homologie de structure et de fonction entre le corps du roi, son palais et le royaume. Le corps du roi, il y a une enveloppe, il y a des orifices, il y a des transits en flux entrant et en flux sortant, et c'est ça qui permet de faire fonctionner la reproduction du royaume. Le roi habite un palais, qui est le deuxième corps du roi, qui a la même structure, avec une clôture, des portes, qu'on appelle des bouches, une sunton, et comme la bouche du roi ou ses orifices, et qui contient toutes les substances que contient le palais, qui permettent là aussi, par palais interposé, de remplir toutes les fonctions de reproduction vitale. Et puis, il y a le royaume, et alors là, on en est toujours au palais, donc il y a un contrôle, c'est très important d'avoir un contrôle aux orifices. Donc il y a beaucoup de rituels qui consistent à mettre, par exemple ici, des médecines en travers de la porte du palais, qui sont des espèces de pièges à sorciers, si vous voulez, ou à mauvaises substances, qui peuvent rentrer, qui peuvent sortir, qui peuvent transiter. Donc là, on est toujours dans le deuxième corps du roi, et puis là, c'est le troisième. Donc là, c'est pareil, on met des pièges aux limites du royaume. Alors, le roi a des fonctions d'absorption. Par exemple, je n'arrivais pas. C'est lui qui a demandé à ce qu'un étudiant en anthropologie vienne dans le royaume. Je n'ai pas compris pourquoi, jusqu'à ce que 30 ans plus tard, ou quelque chose comme ça, je comprenne ce fonctionnement d'absorption. C'est que le roi a pour fonction d'absorber les bonnes choses qui sont à l'extérieur du royaume. Alors il les fait venir, des ONG, les programmes de développement, l'adduction d'eau, etc., etc. Il voit si c'est bon, et puis si c'est pas bon, il les fiche dehors. Et donc là, il se disait, il y a des linguistes, il y a des anthropologues, on va les faire venir, ils vont étudier le langage, ils vont étudier les coutumes, ils vont faire des trucs. Bon. Évidemment, il faut faire ses preuves. Bon, il faut croire que j'ai fait mes preuves, puisqu'il m'a assimilé, il m'a foutu du rouge, etc., etc., donc j'étais dans le truc. Mais les gens qui ne sont pas bien, on les chasse. Donc il y a une sorte, le roi a des fonctions excrémentielles. Il chasse les sorciers, il chasse les ONG qui ne lui plaisent pas, etc., etc. Et donc là, c'est l'instrument de l'exécuteur des hautes œuvres du roi. C'est lui qui est chargé de... Je suis trop près du micro, là. C'est lui qui est chargé d'exécuter les condamnés à mort et de faire des quantités de rituels de purification quand il y a des mauvaises choses. Celui-là est d'un royaume d'à côté. Le roi continue à le faire. Quand j'y étais en 2002, par exemple, on a été consigné à la maison pendant toute une journée parce qu'il y avait eu le sang avait coulé ici et là, et donc pendant toute la journée, le gars s'est baladé en minibus avec ses acolytes, et pour ne pas qu'on les voie faire le rituel, ils avaient dans le minibus des quantités de palissades, et ils construisaient des palissades à l'endroit qu'ils voulaient arranger, ils arrangeaient l'endroit, et ils repliaient les palissades, ils allaient à un autre endroit. Ça, c'est une représentation du roi
dans un autre royaume encore, mais le principe est le même, c'est le roi Pau. On sait que c'est un roi parce qu'il est assis sur un léopard. Et il est dans le geste de comme ça, il projette. Et il a des paluches énormes, et il tient un récipient, et le récipient occupe toute la place de ses cuisses, de son sexe et de son bas-ventre. Le graphisme est absolument extraordinaire parce qu'il colle exactement à la fonction royale. Quand on veut fabriquer un successeur, on lui travaille l'enveloppe corporelle. Toujours la même chose. Et là, ces trois petits successeurs en quoi je n'ai pas mis la date, ça devait être vers 1974, quelque chose de ce genre-là. Alors on peut le faire dans un contexte rituel, mais on peut aussi le faire dans un contexte tout à fait quotidien. Les mères font un massage quotidien à leur enfant tant qu'il ne marche pas, pour lui construire une belle enveloppe. Mais ça n'est pas un rituel sacré ou religieux ou quoi que ce soit, c'est uniquement pour avoir un bel enfant. Donc elle lui donne son bain, elle le sèche, et elle prend de l'huile de palme. Aujourd'hui, ils prennent des lotions qui sont fabriquées au Nigeria, des baby lotions qu'on trouve dans les petites boutiques. Et elle commence par la tête, et elle ne laisse pas un millimètre carré de la peau de l'enfant qui ne soit bien massé. Les plis du nez, des oreilles, etc., les yeux, tout, les plis des bras, l'arrêt des fesses, le sexe, etc., tout y passe entre les doigts, et elle fait jouer toutes les articulations. Là, en ce moment, elle fait jouer l'articulation du pied. Là, elle a travaillé le bébé depuis à peu près 10 minutes, et vous voyez, le gamin est complètement shooté aux endorphines. Et, comme ça. Bon. Et donc, c'est des techniques du corps, qui sont des techniques du corps, je dirais, laïques, mais qui sont aussi des techniques du corps politique. Ça permet de fabriquer des sujets. Et donc, les principes de la royauté, c'est les trois corps du roi Pau qui contiennent les substances de vie, les enveloppes corporelles, les orifices, etc. Les objets et cultures matérielles des substances et des récipients incorporés, la production des sujets, ou produits par la production quotidienne, par exemple du massage, et on a des technologies qui sont à la fois des technologies de fabrication des sujets et des technologies d'assujettissement, et des technologies du pouvoir, puisque le roi occupe la position de pouvoir. L'une des caractéristiques de la royauté sacrée, c'est que le roi étant un récipient, si ce récipient est endommagé, s'il y a une fuite, s'il ne retient pas bien les substances, à ce moment-là, il faut s'en débarrasser exactement comme on se débarrasserait d'un pot cassé. Et donc, dans toute la documentation qu'on a sur la royauté sacrée, depuis l'Égypte ancienne, parce que le pharaon, c'est un souverain sacré, c'est un monarque sacré, qui est responsable de la prospérité et de la santé du peuple égyptien en s'incorporant toutes les forces du cosmos. Et donc, si ce pot-là ne retient plus les substances, alors il faut s'en débarrasser. Et donc, le régicide est attesté dans toutes les documentations qu'on a sur la royauté sacrée. Il se fait soit par la mise à mort du roi, quand on constate qu'il y a une sécheresse, il n'y a pas de pluie, il y a des sauterelles, il y a des trucs comme ça. Ça veut dire que le roi, comme Pau, fonctionne mal. À ce moment-là, on le supprime. Le roi que vous avez vu, le grand-père de Mwaafo, que vous avez vu assis avec sa canne, en 1918, il était très âgé et vraiment en bout de course. Et les notables alors qu'il était adoré de son peuple et vénéré, c'était un bon roi. Et on s'est dit, ça y est, c'est fini. Et donc, les notables du palais l'ont beaucoup aidé à rejoindre directement ses ancêtres.
tout le monde le sait, c'est officiel, c'est comme ça. Bon, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Alors, je ne sais pas comme ce que Mongrafo va faire, il est quand même très très âgé. Mais on pouvait soit le supprimer quand il était trop âgé, soit à date fixe. Au bout de 7 ans, crac. Et on en mettait un autre plus jeune à la place, un pot neuf. Ou alors, on pouvait le supprimer métaphoriquement. C'est-à-dire qu'on mettait tous ses habits sur un esclave, on mettait l'esclave sur le trône et on le zigouillait. Et le roi, on lui donnait une retraite quelque part où il était tranquille. Donc ça, c'est un des éléments importants de la royauté sacrée. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Il y a un tour de passe-passe qui est que, étant donné que tous les sujets du roi sont en bonne santé, ont des chèvres qui font des petits, ont des récoltes, etc., et qu'ils doivent cela au roi. Donc forcément, il faut qu'il ramène ça au roi, puisque c'est lui qui a fait que c'était possible. Donc, le bon peuple ramène au palais de l'argent, des chèvres, des récoltes, et autrefois des épouses et des serviteurs. Tout ça, ça va venir au palais. Qu'est-ce qu'ils reçoivent en échange? Des postillons de vin drafia sur leur peau. Alors, moi j'avais dit ça un jour dans une conférence à Yaoundé, j'avais dit aux étudiants, il y en avait 700, il y avait mon ami Abega qui était là. Je dis voilà, ils apportent au palais des chèvres bêlantes et trébuchantes et ils sont payés en monnaie de singe. Abega m'avait dit tu n'as rien compris. Bon. Effectivement, je n'ai rien compris parce que là, on est vraiment dans un effet de réel, c'est-à-dire que tout le monde adhère à ça. Ça n'est pas mis en question. C'est vécu corporellement, je dirais. Quand on reçoit les trucs sur son appareil de photo, sur sa peau, etc., ça ne se discute pas. C'est pas du blabla, c'est pas des paroles. Et donc, il y a une articulation qui est très complexe entre ce qui se dit, les discours, d'une part, et d'autre part, ce qui est agi par le corps. Dans un régime que les spécialistes de sciences cognitives appellent un régime d'inconscient moteur, c'est-à-dire qu'on est en pilotage automatique. On le fait parce qu'on a appris à le faire. La mère masse son enfant, bon, ben, elle le fait comme nous, on fait du vélo. Et alors les sujets disent, les biens ont une valeur marchande, on peut les payer sur la place de marché, mais les substances ancestrales n'ont absolument pas de prix. On ne peut pas mettre un prix en francs CFA sur la salive du roi, c'est pas possible. C'est de la substance ancestrale qui n'a pas de prix. Donc les sujets disent, nous devons tout au roi, la vie, la santé, la richesse, le roi est notre père à tous. Si on fait une lecture marxiste de la chose, évidemment, ça tombe à l'envers puisque c'est de l'exploitation pure et simple. Donc, vous voyez, il faut manier Marx avec beaucoup de prudence, en l'occurrence. Alors, je vais revenir. Voilà. Alors maintenant, il est quelle heure? Il est 9h30. Alors, il est temps de conclure. Je vais mettre des lunettes. Voilà. Donc j'ai fréquenté ce royaume pendant... Enfin, j'y suis arrivé pour la première fois il y a presque 50 ans. Et j'ai appris énormément de choses. Sur les questions de valeur, de pouvoir, le corps, la royauté sacrée, les mécanismes de l'adhésion, de la soumission volontaire, etc. etc. Je laisse tout ça de côté. C'est vraiment mon fonds de commerce d'enseignant. Je voudrais juste faire un petit focus en guise de conclusion sur un de ces thèmes qui m'ont fait beaucoup gamberger. En toute chose, ça c'est, je n'arrête pas de répéter ça, en toute chose, il y a au moins 2 écoles, sinon 3, 4, 5 ou 6. Et en sociologie politique, dans l'Europe contemporaine,
On a au moins 2 écoles, en fait on en a beaucoup plus, mais je n'en prendrai que 2. La première, c'est l'école dominante en sociologie politique, qui vient des Lumières. On a des individus, nous sommes tous des individus, conscients d'eux-mêmes, libres de leur choix, qui mobilisent des ressources politiques, des réseaux, des connaissances, etc., de l'argent, qui expriment leur choix par le vote et la représentation. Il y a, par effet d'agrégat, des effets de vote, d'élection, de représentation, de décision politique, etc. On a par exemple une assemblée générale de l'EPI hier soir et on vote à l'unanimité le règlement, parce que chaque individu a lu le règlement et adhère au règlement et est d'accord pour être soumis au règlement de l'EPI, et c'est comme ça que ça marche. Et c'est susceptible de toutes sortes de développements. On peut faire de la sociologie électorale à partir des agrégats d'individus qui votent comme ci, comme ça, en fonction des territoires, de l'origine familiale, de la religion, etc. On peut faire la sociologie des partis politiques, des institutions, et ainsi de suite. Bon. Ça vient vraiment de ce qui a été énoncé au siècle des Lumières sur l'individu. Ça a été énoncé principalement en économie politique par des gens comme Adam Fries et Ricardo, mais avant eux, ça a été exprimé par la fable des abeilles de Mandeville, qui disait que chaque abeille individuellement suit ses propres instincts, mais finalement ça fait marcher la ruche. Et les humains, c'est comme ça. Chacun suit son intérêt, mais finalement ça roule. Alors il y a une autre école qui a été éliminée, qui a été poussée sur la touche à partir de ce moment-là, très progressivement, pas d'un seul coup, mais qui a mis de côté tout ce qui s'était élaboré autour de ce que c'est qu'un sujet, ce que c'est que l'assujettissement. Ce qui est très curieux, c'est que dans la langue française contemporaine, on a un secteur de la langue qui utilise le mot de l'individu et un autre secteur qui utilise le mot de sujet. Par exemple, en droit, les personnes physiques et les personnes morales sont sujets de droit. En médecine, les médecins ne parlent que de sujet, ils ne parlent pas d'individu. Ils disent le sujet présente tel ou tel tableau clinique. En philosophie, bien sûr, c'est le sujet, et en psychologie, c'est le sujet. Et il n'y a que les sciences éco et les sciences sociales pour qui les humains sont désignés comme des individus. Alors, pourquoi l'individu à partir des Lumières? Jusque-là, le mot d'individu était spécialisé pour les espèces animales et végétales. On ne l'utilisait pas pour les humains. Par exemple, je cite Buffon, qui est cité par le grand Robert. Buffon écrivait « Se procurer des individus bien conservés de chaque espèce d'animaux, de plantes et de minéraux. » Voilà, comme ça on fait des collections. Parce qu'on prend un cheval, un hanneton, une pyrite, etc. etc. C'est des individus représentant des espèces. Et ça a été une sorte de coup de force intellectuelle d'étendre ce mot d'individu à l'espèce humaine et de dire qu'on a des individus dans l'espèce humaine. Alors que jusqu'à ce moment-là, on parlait principalement de sujets, accessoirement de personnes. Et ça a un impact important dans la manière dont nous voyons les choses. Vous connaissez la célèbre citation de Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde ». Car aujourd'hui, l'individu a complètement éliminé le sujet. Et cette vision des choses qui est accréditée par la science économique et par la sociologie, ça aboutit à cette notion de l'individu conscient, manager de lui-même, qui fait ses choix, qui est tenu responsable de ses bons choix et de ses mauvais choix, qu'on peut punir ou récompenser, et c'est l'idéologie dominante de tout le spectre idéologique politique de la droite à la gauche. Sauf que, fondamentalement, c'est une idéologie de droite. Ce qui fait d'ailleurs que la gauche qui utilise ce vocabulaire et ces notions d'individu est très déstabilisée. Parce que classiquement, elle pensait collectif, elle pensait société,
alors que le discours de l'individu l'oblige à se décaler par rapport à son champ habituel. Si bien que un courant extrêmement minoritaire de la sociologie politique, dont je fais partie, essaye, à partir de la comparaison politique entre différentes formes politiques, l'éléphant, sous un grand parasol Guinness. Là, il n'y a aucun problème. Alors là aussi, dans le jargon des africanistes, c'est ce qu'on appelle les ressources de l'extraversion. L'Afrique est extravertie, c'est une vieille tradition de prendre les trucs qui viennent du dehors. C'est comme ça, par exemple, que les missionnaires ont pu être accueillis merveilleusement bien dans ce qui est aujourd'hui l'Angola, enfin les missionnaires portugais. Tiens, on a une nouvelle religion formidable, on les fait venir et on fabrique des santous avec une statue de la Vierge, on lui rajoute une carapace de tortue, on met des gris-gris dessus, et comme ça, ils cumulent tous les pouvoirs possibles et imaginables. Jusqu'à ce que les missionnaires disent « Ah non, 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 ça ne va pas du tout, c'est la Vierge toute seule et vos trucs, on les brûle. » Alors là, à ce moment-là, on dit « écoutez, allez voir ailleurs. » Donc, du moment qu'on prend les ressources et que ça n'est pas conflictuel, on peut prendre vraiment beaucoup de publicité, beaucoup de bouteilles de whisky, beaucoup de champagne, etc., etc. Et alors, le champagne, le Fanta, et ainsi de suite, on le consomme un peu comme le vin de raffia. Mais le vin de raffia tient très, très, très bien en face des boissons importées. Et ça n'a pas d'incidence sur les migrations vers les urbanisations, enfin, vers les centres urbains? Ah si. Alors, bon, il y a évidemment l'attractivité de la ville qui est très importante, avec des facteurs push et des facteurs pull. C'est-à-dire que dans les hauts plateaux du Cameroun de l'Ouest, les densités de population vont grosso modo de 70 à 400, sinon plus, au kilomètre carré. Et donc la terre est de plus en plus rare. Et comme c'est des sociétés très inégalitaires, il y a des cadets au bas de l'échelle sociale qui n'ont aucune perspective locale. Et à ce moment-là, ils n'ont qu'une solution, c'est de devenir, comme ils disent, des sauveteurs, c'est-à-dire des vendeurs à la sauvette. Donc ils vont à Douala, ils se font une petite caisse comme ça, avec une lanière, et ils vendent des cigarettes, des allumettes, des calendriers, des je ne sais pas trop quoi, 2 ou 3 journaux, et ils ont un itinéraire comme ça qui peut les amener assez loin. S'ils sont rigoureux sur leur truc. C'est leur ambition, de passer de là à un taxi et puis à autre chose. Avec toujours l'espoir de revenir. Et de construire, alors on peut aller très loin comme ça, on peut aller loin à l'étranger pour essayer de se faire une cagnotte et de revenir au village. Et quand on a réussi à accumuler, à devenir soi-même un récipient, donc ça passe par le mariage, par les enfants, par la construction d'une maison, etc. etc. L'idéal, c'est quand même que le cercueil soit rapatrié pour être enterré sur place, sur le terrain. Donc il y a toujours ces flux entrants, mais qui sont toujours une espèce de captation de la modernité. Alors par rapport aux Européens, évidemment, c'est très ambigu, parce que l'Européen peut être une ressource, mais en même temps un compétiteur, etc. Moi, je l'ai vécu à la coopération, où il y avait des choses extraordinairement ambiguës, parce que en tant qu'enseignant du supérieur à la coopération à l'Université de Yaoundé, mes étudiants sauf 3 ou 4, à Béga, Miafo, etc., et 2 ou 3 enseignants, n'avaient pas la moindre idée de comment c'était organisé. Et donc, il y en avait qui me disaient, à moi, titulaire d'un PhD de l'Université de Pennsylvanie, mais
si vous n'avez pas trouvé de boulot en France, c'est que vous n'êtes pas compétent. Il y avait ça. Et il y avait à l'inverse tout ce qu'on peut apporter. Alors, soit aux gens qui savent, soit aux gens qui ne savent pas. Et c'est compliqué à gérer. Mais le roi est très habile pour ça. Il arrive très bien à prendre des expatriés qui lui apportent des choses et à écarter les autres. Alors c'est vrai, publicité et consommation. Il faut. Alors j'ai un ami de l'université de Londres qui a énormément étudié la consommation locale. Il a publié des trucs et il appelle ça la domestication de la modernité. Comment on importe la modernité matérielle avec l'électroménager, les motos, les voitures, etc. Et comment on peut la domestiquer dans un système qui accueille cette modernité. En matière de mobilier, d'aménagement d'intérieur, etc., c'est vraiment des créations très spécifiques. Il y a des styles, des fauteuils énormes, très rembourrés, qui sont fabriqués sur place. C'est particulier, moi je n'ai pas la compétence de cet ami qui s'appelle Mike, qui a beaucoup publié là-dessus, des choses très intéressantes. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va remercier Jean-Pierre alors. Merci. La prochaine fois, donc, c'est le 4 juin. Et c'est sur les mesures, c'est ça, Michel? Ah, Michel. Un sujet scientifique. Oui, enfin, historique et scientifique. On va parler de la mise en place d'unités universelles, enfin d'unités déjà dans le monde. Pourquoi la raison des unités et comment on a fait les évolutions, et en particulier à la Révolution française, quand on a voulu avoir quelque chose qui soit, des unités qui soient le plus universelles possible, et on finira par l'aboutissement avec les nouvelles unités qui sont en place à partir, je crois, du 20 mai 2019. Voilà, si vous voulez voir, vous pouvez vous discuter avec